Madame la présidente. Bon jeudi, vous pouvez vous asseoir. Nous allons débuter nos travaux aux affaires courantes à la rubrique de déclaration de députés. Et je cède immédiatement la parole à Monsieur le député de Joliette. Merci, Madame la Présidente. Cette année marque un anniversaire important dans le monde de la quincaillerie de la construction, alors que le groupe Patrick Morin souffle 65 bougies. En effet, Madame la Présidente, c'est en 1960 que l'entreprise familiale de Patrick Morin et de son épouse Denise Béné voit le jour. Tout commence avec l'acquisition de 2 moulins à scie et d'une petite quincaillerie dans la municipalité de Sainte-Marceline de Kildare. Cette entreprise familiale de 3e génération, dont le siège social se situe à Saint-Paul-de-Joliette, est aujourd'hui une véritable institution avec 22 succursales et 1700 employés. Lauréate au palmarès 2024 des sociétés les mieux gérées au Canada, cette entreprise lanaudoise propose des produits provenant à 90 % du Québec et du Canada. Aujourd'hui, employés, clients et partenaires font tous partie de la belle grande famille Patrick Morin. Félicitations à toute l'équipe. Bon 65e anniversaire à tous ceux qui, par leur dévouement, contribuent à faire de Patrick Morin un nom synonyme de succès partout au Québec. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le député. Maintenant, je suis prête à céder la parole. Madame la députée de Mont-Royal-Outremont. Madame la Présidente, j'ai le plaisir de souligner aujourd'hui le 20e anniversaire de Castelier, un organisme phare de mon comté à Outremont, dédié à la diffusion et à la reconnaissance des arts de la marionnette. Depuis sa fondation en 2005, Castelier s'est donné pour mission de faire rayonner le 11e art, en offrant au grand public, plus jeunes et moins jeunes, des spectacles riches de savoir-faire et d'imagination. Aujourd'hui, il souffle 20 bougies de créativité, de passion et d'engagement, s'imposant comme un acteur incontournable de la scène artistique au Québec et à l'international. Au fil des ans, la Maison internationale des arts de la marionnette et le Festival international de Castelier, rassemblant des artistes d'ici et d'ailleurs, ont vu le jour à l'initiative de l'organisme et contribuent grandement au succès de ce dernier. Je profite de cette occasion pour saluer le travail exceptionnel de Louise Lapointe, fondatrice et directrice artistique de Castelier, et de Geneviève Thérien, directrice générale. Joyeux 20e anniversaire et longue vie à Castelier. Merci, Madame la députée. Je vous rappelle que vous avez un temps de parole de 1 minute. Alors, essayez de le respecter. Sans plus tarder, je cède la parole à Madame la députée de Huntington. Merci, Madame la Présidente. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à la municipalité de Saint-Urbain-Premier pour son initiative d'offrir aux élèves de l'école primaire des cours de réanimation cardiaque, le RCR. Ce geste remarquable pourrait un jour sauver des vies. Cet engagement est un bon pas vers la sécurité et le bien-être de nos enfants, de leurs familles et de leurs amis. En intégrant ces formations dès leur plus jeune âge, vous outillez nos enfants avec des compétences essentielles qui leur serviront tout au long de leur vie. Apprendre à réagir efficacement en situation d'urgence renforce non seulement leur confiance, mais contribue aussi à bâtir une communauté plus solidaire et sécuritaire. Votre engagement envers l'éducation et la prévention démontre une vision éclairée et un souci du bien-être collectif. Cette initiative est un bel exemple à suivre et nous espérons qu'elle inspirera d'autres municipalités à emboîter le pas. Encore une fois, un immense bravo à toute l'équipe municipale et aux partenaires impliqués dans ce projet. Grâce à vous, nos enfants grandissent avec des outils qui pourraient faire toute la différence dans des situations critiques. Merci et félicitations. Merci, Madame la députée. Nous poursuivons avec Monsieur le député de Tachereau. Madame la Présidente, je suis vraiment très heureux de prendre la parole aujourd'hui au Salon Rouge pour souligner le retour de CKIA au cœur du quartier Saint-Roch. CKIA, c'est une station de radio communautaire qui a fêté ses 40 ans en 2024. Pendant presque toutes ces années, CKIA, qui s'appelait à l'époque Radio Basseville, a eu pignon sur rue au cœur de Saint-Roch et a vu ce quartier évoluer. Après avoir occupé les locaux du Vieux-Québec pendant quelques années, CKIA a récemment fait l'acquisition d'un immeuble au Carré-Lépine, voisin de l'Aube-Rivière et du YMCA Saint-Roch.
Pour l'organisation de Séquoia, c'est important de revenir au cœur de la base-ville, là où tout a commencé, là où le milieu communautaire est fort et bien enraciné. Je suis fier de constater que des organisations continuent de choisir la base-ville de Québec pour s'établir et pour rayonner. Chers artisans de Séquoia, re-bienvenue dans Saint-Roch. Je vous souhaite un autre beau 40 ans. Merci, Monsieur le député. Maintenant, je cède la parole à Monsieur le député de Beauharnois. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Alfred Cormier, un fier résident de Salaberry-de-Valleyfield, fêtera son 100e anniversaire de naissance le 25 février prochain. Il est le dernier vétéran acadien néo-brunswickois du débarquement de 1944 en Normandie. À l'âge de 16 ans, il accompagne un de ses amis au centre de recrutement à Newcastle. Face aux militaires responsables du recrutement, il affirme avoir 19 ans et un poids de 126 livres, alors qu'il ne pèse que 116 livres. Le poids minimum requis pour s'enrôler était alors de 125 livres. Le matin du 6 juin 1944, après 3 ans d'entraînement en Écosse, Alfred Cormier, à 19 ans, débarque sur la plage de Normandie avec 3 mitraillettes sur le dos. Impossible pour lui d'oublier cette journée où il a courageusement participé à l'histoire, mais où il a aussi connu l'horreur. M. Cormier a reçu plusieurs médailles au cours de sa carrière, notamment la Légion d'honneur, la plus haute distinction de la France. Par son courage, sa ténacité, son dévouement et sa longévité, Alfred Cormier est un modèle pour notre société. C'est pour moi un honneur de lui souhaiter un joyeux anniversaire, mais surtout de le remercier pour ce qu'il a fait pour la démocratie. Bon 100e anniversaire, M. Cormier. Merci, Monsieur le député. Maintenant, je suis prête à céder la parole à Madame la députée de Darcy-McGee. Merci, Madame la Présidente. Aujourd'hui, dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, c'est avec un immense respect que je rends hommage à un grand homme, un leader infatigable, un militant passionné, Dan Phillip, qui est décédé en avril dernier. Originaire de Saint-Lucie, Dan Phillip a dirigé la Ligue des Noirs du Québec, située dans mon comté de Darcy-McGee, pendant plus de 40 ans. Il a lutté contre le racisme, la brutalité policière et le profilage racial, marquant l'histoire par son engagement pour l'égalité des droits. Under his leadership, the Black Coalition took active legal actions against injustice to address issues of racial profiling. His work advanced the cause of equality in Quebec and also laid the groundwork for a more equitable future for generations to come. We witnessed his dedication to the cause of the Black communities and the promotion of a strong, self-assured local leadership. Dan Phillip was truly a beacon of justice, dignity, and resilience for all of us. Dan Phillip était véritablement un phare de justice, de dignité et de résilience pour nous tous. Merci, Dan Phillip. Reposez en paix. Merci. Merci, Madame la députée. Maintenant, je cède la parole à Monsieur le député de René-Lévesque. Madame la Présidente, je tiens aujourd'hui à vous parler d'un organisme indispensable et reconnu à Bécomo, dont un papa, en quittant son hébergement temporaire à leur maison Oxygène, a mentionné que cet espace de vie lui avait tout simplement redonné ses lettres de noblesse d'être papa. Comme son nom l'indique, Ahmed Manicouagan vient en aide aux hommes qui vivent des difficultés en leur offrant divers services, en soutenant leurs proches, tout en favorisant la préservation et la considération du lien père-enfant. La maison Oxygène offre aux papas un toit où poser leurs bagages pour obtenir de l'aide, du soutien, pour être en mesure de reprendre le contrôle de leur vie. L'accueil chaleureux, courtois et surtout, sans préjugés, des intervenants chevronnés facilite les interventions car ils ont à cœur la santé et le bien-être des hommes en difficulté. Donc, bravo à toute votre équipe et continuez votre excellent travail, Ahmed Manicouagan. Merci, Monsieur le député. Maintenant, Madame la députée de Brome-Missisquoi, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Je salue la présence dans les tribunes de Monsieur Laurent Phoenix, à qui on rend hommage aujourd'hui pour ses 37 années à la tête de la municipalité de Sainte-Sabine. Élu maire en 87, il a détenu le titre de doyen des maires de la MRC de Brome-Missisquoi. L'engagement politique municipal est une véritable affaire de famille pour les Phoenix. Son grand-père Adélard, son père Gérard ont aussi marqué l'histoire de la municipalité. Sous la gouverne du maire Phoenix, Sainte-Sabine a bien grandi, passant de 750 à plus de 1100 citoyens. Les infrastructures ont été améliorées, spécialement le réseau routier dont il a toujours eu à cœur l'entretien. Pendant 27 ans, il a présidé le comité de sécurité publique de la MRC, siégeant aussi sur de nombreux comités régionaux.
Monsieur Phoenix, votre dévouement a contribué au rayonnement de Bromisquois et vous laissez derrière vous un legs durable. Nous vous remercions pour votre engagement et nous vous souhaitons une retraite bien méritée. Merci. Bravo. Merci, Madame la députée. Maintenant, nous poursuivons avec Madame la députée de Châteauguay. Merci, Madame la Présidente. C'est dans les petites heures du matin du 19 septembre 2019 que les pompiers de Mercier reçoivent l'appel. L'église de Sainte-Philomène, le symbole villageois au cœur de la ville de Mercier, est la proie des flammes pour la 3e fois depuis sa construction en 1840. Après les ravages qu'ont causé l'incendie, à l'image d'un phénix, la ville a réimaginé le futur de ce lieu patrimonial important et naîtra de ses cendres un tout nouveau projet. En février 2024, la Ville a fait l'acquisition de l'église qui abritera un centre communautaire multifonctionnel qui accueillera notamment les marmitons de Mercier qui cuisinent et préparent des repas pour les citoyens dans le besoin. Cette rénovation est rendue possible grâce à une aide financière de 1,5 million de dollars de ma collègue, la ministre des Affaires municipales, mais surtout de la vision de la Ville de Mercier et d'un travail collaboratif entre celle-ci et la fabrique de Sainte-Philomène. Félicitations à la Ville pour cette très belle initiative qui permet de redonner une deuxième vie au cœur de la Ville de Mercier. Merci. Merci, Madame la députée. Maintenant, je cède la parole à Madame la députée d'Anjou-Louis-Riel. Merci, Madame la Présidente. Terminant leur année de festivités pour l'occasion, je me lève aujourd'hui pour saluer le 150e anniversaire du Parc Jean-Drapeau, joyau du Québec et théâtre des grands événements marquants de notre histoire. Ce lieu unique au cœur du fleuve est un symbole de rassemblement et d'émerveillement, offrant aux visiteurs du monde entier des expériences vibrantes et enrichissantes. Plus grand parc insulaire au Canada, le Parc Jean-Drapeau est un lieu d'exception qui accueille chaque année plus de 10 millions de personnes et près de 300 événements culturels, sportifs et récréo-touristiques. Il a été le berceau d'Expo 67 qui a propulsé Montréal sur la scène internationale et laissé un héritage durable qui continue d'inspirer. Tourné vers l'avenir, le Parc Jean-Drapeau est aujourd'hui engagé dans une grande transformation en poursuivant sa mission collective, toutes saisons confondues. Un parc pour tous, où nature, sport, culture se rencontrent, où chaque génération trouve un espace pour se rassembler, s'épanouir et vibrer au cœur de notre métropole. Merci. Merci, Madame la députée. Maintenant, je cède la parole à Monsieur le député de Chapleau. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Aujourd'hui, je prends la parole pour célébrer le 50e anniversaire du Centre d'animation familiale. Depuis sa fondation, le CAF a pour mission d'offrir un lieu accueillant pour les familles où chacun peut trouver écoute, soutien et entraide afin d'améliorer sa qualité de vie. L'organisme travaille sans relâche pour répondre aux besoins des familles de l'Outaouais, en particulier du secteur Pointe-Gatineau dans Chapleau, en leur permettant de sortir de l'isolement et de renforcer leur autonomie. Au cours de ces 5 décennies, le CAF a développé une multitude de services qui enrichissent notre communauté. Des ateliers de cuisine collective, des groupes de soutien pour la famille, un jardin communautaire, une halte répit et un soutien alimentaire. Ces actions témoignent de l'engagement inébranlable du CAF à améliorer la vie des citoyens en les accompagnant avec bienveillance. Ce parcours marqué par l'engagement sans faille des intervenants et bénévoles est une véritable source de fierté pour Gatineau. En terminant, je tiens à offrir mes sincères remerciements à Mme Cindrella Dumont, directrice générale du CAF, ainsi qu'à toute l'équipe dévouée qui, au fil des ans, ont supporté cette vision avec passion et générosité. Félicitations et bon 50e. Merci, Monsieur le député. Maintenant, je cède la parole à Madame la députée d'Argenteuil. 60 secondes, Madame la Présidente, c'est trop peu pour rendre justice à la mémoire de Cécile Hélène Vaujas, une grande dame d'Argenteuil qui nous a malheureusement quittés samedi dernier. Je vais donc m'attarder sur ce qui nous liait profondément, soit l'amour des sciences de la nature. Pendant plus de 30 ans, Cécile a enseigné la biologie et l'écologie chez nous, marquant le parcours de milliers d'élèves. Sa salle de classe était un véritable écosystème où s'éveillaient la curiosité et le goût d'apprendre. La vie pourtant ne l'a pas épargnée, mais tel un roseau, elle pliait sans jamais rompre. Comme la nature qu'elle chérissait, elle trouvait toujours la force de se relever. Une véritable force de la nature, diront ceux qui l'ont connue. Au nom d'Argenteuil, merci Cécile Hélène. Ton héritage est un terreau fertile qui va continuer de faire grandir notre communauté.
Merci, Madame la députée. Ceci met fin à la rubrique de déclaration des députés et je suspends les travaux quelques instants. On va se poursuivre. Madame la Présidente. Bonjour tout le monde, bienvenue au Parlement du Québec. Mesdames, Messieurs les députés, nous allons nous recueillir quelques instants. Je vous remercie beaucoup. Veuillez vous asseoir. Nous poursuivons les affaires courantes. Aujourd'hui, il n'y a pas de déclaration ministérielle ni de présentation de projet de loi. À la rubrique « Dépôt de documents », et les portes sont bien fermées, Madame la ministre responsable de l'administration gouvernementale et présidente du Conseil du Trésor. Merci, Madame la Présidente. Alors, permettez-moi de déposer le rapport de la présidente du Conseil du Trésor et de la ministre responsable de l'administration gouvernementale concernant l'application de la loi sur l'administration publique, rapport 2023-2024. Ce document est déposé. Monsieur le ministre de l'Éducation. Oui, Madame. Merci, Madame la Présidente. Permettez-moi de déposer le rapport annuel d'activité 2023-2024 du Protecteur national de l'élève. Merci. Ce document est déposé. Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Madame la Présidente, permettez-moi de déposer le plan stratégique 2025-2029 du commissaire à la déontologie policière. Ce document est déposé. Monsieur le leader adjoint du gouvernement. Madame la Présidente, je dépose les réponses aux questions inscrites au feuilleton le 4 décembre 2024 par la députée de Jeanne-Mance-Vigée, le 4 février 2025 par le député de Tachereau, le 6 février 2025 par le député de Rosemont. Je dépose également la réponse du gouvernement aux pétitions déposées le 30 janvier 2025 par la députée de Darcy-Meade. Ces documents sont déposés. Pour ma part, je dépose le rapport du vérificateur général du Québec à l'Assemblée nationale pour l'année 2024-2025, tome de février 2025. Oui, je reconnais maintenant le leader de l'opposition officielle. Madame la Présidente, j'ai constaté, après avoir pris connaissance du rapport de la VGQ que vous venez de déposer, qu'il semble que la Société de l'assurance automobile du Québec a tenté d'induire en erreur les parlementaires en transmettant des documents qui contiendraient de fausses informations. Je vous mentionne donc que j'ai l'intention de transmettre en bonne et due forme un avis écrit portant sur une question de violation de droits ou de privilèges, et ce, conformément à l'article 69 de notre règlement. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je prends acte, c'est la procédure à suivre en pareille circonstance. Maintenant, à la rubrique « Dépôt de rapport de commission », Monsieur le Président de la Commission de l'économie et du travail, député de Masquinongé. Merci, Madame la Présidente. Je dépose le rapport de la Commission de l'économie et du travail qui, les 4, 5 et 19 février 2025, a procédé à l'étude détaillée du projet de loi numéro 87, loi concernant principalement le développement et la mise en valeur de terrains industriels et la gouvernance de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour. La Commission a adopté le texte du projet de loi avec des amendements. Merci, Madame la Présidente. Ce rapport est déposé. À la rubrique « Dépôt de pétition », je reconnais maintenant Monsieur le député de Beauharnois. Merci, Madame la Présidente. Je dépose l'extrait d'une pétition adressée à l'Assemblée nationale signée par 115 pétitionnaires. Désignation citoyens et citoyennes du Québec. Les faits invoqués sont les suivants. Attendu que la majorité des suicidés au Québec sont des hommes, attendu que les hommes québécois sont 3 fois plus susceptibles de se suicider que les femmes de certains groupes d'âge, attendu que les hommes sont plus susceptibles de réussir leur tentative de suicide, attendu que les hommes sont moins susceptibles de demander de l'aide pour leurs problèmes de santé mentale, attendu que le gouvernement du Québec perd des milliards de dollars en traitant des problèmes de santé mentale graves chez les hommes,
autrement évitables, ainsi qu'en perdant des impôts sur le revenu chez les personnes incapables de travailler. Attendu que les programmes existants dans le cadre du mandat plus large de Santé Québec sont trop vastes et manquent de vision spécifique pour répondre adéquatement à la crise unique de la santé mentale chez les hommes, et l'intervention réclamée se résume ainsi. Nous, signataires, demandons au gouvernement du Québec de reconnaître formellement la crise de santé mentale des hommes comme telle, qu'il est de sa responsabilité d'y faire face, de reconnaître formellement les causes uniques, les défis, les obstacles, les besoins de solutions spécifiques à la crise de santé mentale des hommes et d'établir un département, agence, société ou institution dédié uniquement à la reconnaissance des problèmes de santé mentale et de suicide chez les hommes, à l'identification et la mise en œuvre de solutions et à l'apport d'un soutien aux personnes concernées. Je certifie que cet extrait est conforme à l'original de la pétition. Merci. Cet extrait de pétition est déposé. Je reconnais maintenant Monsieur le député de Jean Lesage. Merci, Madame la Présidente. Je dépose l'extrait d'une pétition adressée à l'Assemblée nationale signée par 578 pétitionnaires, désignation citoyens et citoyennes du Québec. Les faits invoqués sont les suivants. Considérant que le projet de loi numéro 71 vise à améliorer l'accompagnement des personnes et à simplifier le régime d'assistance sociale, considérant qu'une grande proportion de la population autiste et ou en situation de handicap au Québec bénéficie du régime d'assistance sociale et plus particulièrement des programmes d'aide sociale et de solidarité sociale, considérant qu'une proportion de cette population serait en mesure d'intégrer un emploi si celui-ci était adapté à ses besoins particuliers, considérant que seul le programme de revenu de base permet un gain de travail significatif de l'ordre de 15 276 $ par année sans que cela n'affecte le montant de la prestation, considérant que les capacités et le niveau d'énergie des personnes autistes et ou en situation de handicap fluctuent et donc le degré d'intensité de l'implication dans un milieu de travail est susceptible de varier dans le temps, considérant qu'il est incohérent qu'une personne diagnostiquée avec une contrainte sévère soit laissée pendant 66 mois sur 72 sur le programme de solidarité sociale avant d'être éligible au programme de revenu de base et donc maintenue dans une précarité institutionnelle, considérant que le programme de revenu de base permet justement de répondre aux besoins des personnes autistes et ou en situation de handicap en leur donnant la possibilité de vivre dignement et à leur rythme, et l'intervention réclamée se résume ainsi. Nous, signataires, demandons au gouvernement du Québec de donner accès aux personnes autistes et ou en situation de handicap au programme de revenu de base sans délai. Je certifie que cet extrait est conforme à l'original de la pétition. Et cet extrait de pétition est déposé. Il n'y a pas de réponse orale aux pétitions ni d'intervention portant sur une violation de droit ou de privilège. Je vous avise qu'après la période des questions et réponses orales sera tenu le vote reporté sur la motion de Monsieur le député de Marguerite Bourgeois, débattue hier, aux affaires inscrites par les députés de l'opposition. Demeurez en place pour la tenue du vote reporté. Et pour ce faire, je vais céder la place à la première vice-présidente de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Alors, nous allons maintenant procéder au vote reporté sur la motion de Monsieur le député de Marguerite Bourgeois, débattu hier aux affaires inscrites par les députés de l'opposition, qui se lit comme suit. Que l'Assemblée nationale déclare que l'imposition de tarifs à l'exportation sur l'aluminium québécois, tel que proposé par le premier ministre du Québec, serait néfaste pour l'industrie québécoise de l'aluminium et tout particulièrement pour l'économie de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le vote est maintenant ouvert.
C'est bon? Donc, le vote est maintenant fermé. Madame la secrétaire générale, pour le résultat du vote. Pour 31, contre 69, une abstention. Donc, la motion est rejetée. Donc, nous allons poursuivre à la rubrique des motions sans préavis. Donc, en fonction de nos règles et de l'ordre de présentation des motions sans préavis, je reconnais maintenant un membre du troisième groupe d'opposition. Donc, un membre du troisième groupe d'opposition, Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine. Je sollicite le consentement des membres de cette Assemblée afin de présenter conjointement avec la députée de Lapinière, le leader du deuxième groupe d'opposition, et la députée de Vaudreuil, la motion suivante. Que l'Assemblée nationale reconnaisse que les ressources intermédiaires sont incontournables pour l'hébergement des aînés et les personnes les plus vulnérables. Qu'elle reconnaisse que les ressources intermédiaires sont en difficulté financière. Qu'elle constate que 4 937 Québécois attendent une place dans une ressource intermédiaire, afin que le gouvernement rehausse l'entente nationale le plus rapidement possible dans la prochaine négociation. Merci, Monsieur le député. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion, Monsieur le leader adjoint du gouvernement? Pas de consentement, Madame la présidente. Comme il n'y a pas de consentement, nous allons poursuivre. Je suis maintenant prête à entendre un membre du groupe formant le gouvernement. Monsieur le Premier ministre. Oui, merci, Madame la présidente. Je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante, conjointement avec le député d'Acadie, la députée de Mercier, le chef du troisième groupe d'opposition, la députée de Vaudreuil et le député d'Arthabasca. Que l'Assemblée nationale du Québec rappelle que depuis 3 ans, l'Ukraine fait face à une invasion de la part de la Russie avec des conséquences humaines considérables ainsi que des destructions de villes et d'infrastructures qui sont essentielles. Qu'elle rappelle l'engagement constant du Québec envers l'Ukraine et son peuple par le biais de gestes concrets posés depuis février 2022. Qu'elle réaffirme son attachement au respect de l'intégrité territoriale de l'Ukraine et aux valeurs de démocratie et d'État de droit. Qu'elle soutienne un dénouement diplomatique à cette guerre pour parvenir à une paix juste, durable et négociée par toutes les parties. Qu'elle soutienne le renforcement des efforts internationaux pour la reconstruction de l'Ukraine, qu'elle exprime sa solidarité envers le peuple ukrainien et auprès des Québécois d'origine ukrainienne. Qu'enfin, l'Assemblée nationale observe une minute de silence pour honorer la mémoire de tous ceux et celles qui ont perdu la vie ou qui ont été déplacés en raison de cette invasion. Merci, Monsieur le Premier ministre. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion, Monsieur le leader adjoint du gouvernement? Oui, Madame la présidente, il y a consentement pour un débat de 2 minutes de rigueur par intervenant dans l'ordre suivant. Le Premier ministre, le député de l'Acadie, la députée de Mercier et le chef du troisième groupe d'opposition. Merci. Donc, je comprends qu'il y a consentement pour qu'il y ait 4 interventions et pour que la durée des interventions soit limitée à 2 minutes de rigueur. Donc, je cède immédiatement la parole à Monsieur le Premier ministre. Oui, merci, Madame la présidente. 3 ans après l'invasion russe, le peuple ukrainien lutte toujours pour son indépendance, pour sa liberté, et les Québécois sont solidaires de la résistance des Ukrainiens. On salue leur courage. Depuis maintenant 3 ans, le Québec dénonce
la guerre menée par la Russie pour annexer l'Ukraine. Notre nation est fière d'être alliée aux Ukrainiens. On partage leur combat pour continuer d'exister comme nation. La guerre a causé trop de morts, a forcé aussi des femmes, des enfants à quitter le pays. On a accueilli certains d'entre eux au Québec et j'ai évidemment une pensée pour tous ceux qui ont perdu la vie, pour tous ceux qui ont perdu un être cher au Québec. Donc, on a accueilli des dizaines de milliers de concitoyens d'origine ukrainienne et nos deux nations partagent des liens d'amitié depuis longtemps. Donc, au nom des Québécois, je réitère notre soutien à l'aide civile, à l'aide humanitaire, à l'aide militaire que le gouvernement du Canada apporte à l'Ukraine. On soutient aussi les sanctions contre la Russie de Poutine et on va rester aux côtés des Ukrainiens aussi longtemps qu'il va le falloir pour mettre fin à cette agression. Je tiens à souligner le consul honoraire d'Ukraine qui est avec nous, la délégation qui l'accompagne dans les tribunes. Et depuis le début, la nation québécoise est avec l'Ukraine, puis on va l'être jusqu'à la fin de la guerre. Merci. Merci, Monsieur le Premier ministre. Maintenant, nous allons poursuivre avec Monsieur le député de l'Acadie. Merci, Madame la Présidente. Permettez-moi de saluer le consul honoraire et la délégation ukrainienne dans les tribunes. J'ai le privilège de prendre la parole dans le cadre de ce débat qui souligne le 3e anniversaire de ce conflit, l'invasion par la Russie de l'Ukraine. En effet, disons-le clairement, la Russie est l'agresseur et non l'inverse. Une invasion brutale, une agression qui bafoue le droit international, un conflit qui cible des civils, des femmes, des enfants, des aînés. Ça sème la peur et la désolation. Je salue la détermination et le courage du peuple ukrainien, ici et là-bas, la résilience du président Zelensky, qui doit appuyer son peuple, obtenir l'aide des nations et maintenant convaincre le président américain de pouvoir s'asseoir à la table pour des négociations de paix. Les négociations de paix ne peuvent se faire sur le dos de l'Ukraine en l'absence de la principale intéressée. Le Québec et le Canada doivent continuer à soutenir l'Ukraine par le biais de gestes concrets au Québec et en Ukraine. Je salue ceux et celles qui se battent pour repousser l'envahisseur russe. Saluons les héros qui tiennent tête à ceux qui attaquent nos démocraties et qui fragilisent l'ordre mondial, qui ne respectent pas le droit international. Saluons la mémoire des victimes de ce terrible conflit. Continuons à appuyer l'Ukraine. Ne les oublions pas. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le député. Maintenant, nous allons poursuivre avec Madame la députée de Mercier. Merci, Madame la Présidente. 3 ans de guerre, 3 ans d'une guerre illégale et injustifiée de la Russie contre l'Ukraine, 3 ans de jeunes Ukrainiens et de jeunes Russes aussi qui perdent leur vie sur la boucherie du champ de bataille, 3 ans de Québécoises et Québécois qui se lèvent chaque matin, la tête pleine d'inquiétude pour une tante, des grands-parents, un mari, un fils resté là-bas. J'ai d'ailleurs dans mon entourage des gens très proches de moi qui sont affectés par cette guerre. Je veux d'ailleurs saluer Baba Ira, l'arrière-grand-mère de Victor, mon beau-fils, qui est ici aujourd'hui et qui a fui la guerre du haut de ses 90 ans. J'aimerais me lever en cette chambre aujourd'hui pour vous dire avec confiance que l'Ukraine sera libre, mais ça serait mentir. Vous connaissez l'expression « dis-moi qui sont tes amis et je te dirai qui tu es ». Dans les derniers jours, le président américain a dit au monde entier qui est son ami et qui est son ennemi. Donald Trump est l'ami de Vladimir
Poutine. Donald Trump est l'ami des dictateurs et des criminels de guerre. Donald Trump est l'ennemi des peuples libres de la planète. Pour fêter le 3e anniversaire de l'invasion, il fait des cadeaux aux conquérants. Il découpe un pays souverain comme on découpe un gâteau. Comme toujours dans le monde de Trump, la seule chose qui importe, c'est de créer des opportunités d'affaires. Hier, il voyait dans les ruines de Gaza des futurs tout inclus. Aujourd'hui, il voit dans les ruines fumantes de l'Ukraine les minerais stratégiques qu'il rêve de piler. Si on reste silencieux, demain, ça sera qui? C'est dans ce monde-là, malheureusement, qu'on est en train de glisser. Si on reste silencieux, si on laisse Trump et Poutine faire les ordres, demain, ça sera qui? Dis-moi qui sont tes amis, je te dirai qui tu es. Le Québec est l'ami du peuple ukrainien, hier et aujourd'hui. Et d'ailleurs, mes collègues, nous allons être présents auprès de nos amis ukrainiens à Québec et à Montréal pour souligner les 3 ans de cette guerre. Slava Ukraini. Merci. Merci, Madame la députée. Maintenant, je cède la parole à Monsieur le chef du 3e groupe d'opposition. Madame la présidente, alors que cette semaine, on tente d'imputer à l'Ukraine la responsabilité d'un conflit dont elle est victime, il est important de se souvenir. Se souvenir qu'il y a longtemps que la Russie s'attaque à l'indépendance de l'Ukraine en violation des règles fondamentales du droit international. Se souvenir que le 24 février 2022, c'est la Russie qui est passée à une autre étape de violence et d'agression en lançant une offensive militaire sur tous les fronts contre l'Ukraine. Il s'agit d'une invasion. Se souvenir que des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité sont commis par les troupes russes et ils sont documentés, vastement documentés, notamment par la Cour pénale internationale. Se souvenir donc que nos devoirs ici au Québec, comme partout dans le monde, c'est de nous tenir debout pour préserver les principes fondamentaux sur lesquels reposent la paix et la sécurité dans le monde. Les Ukrainiens sont sur la ligne de front au nom de ces principes. Le combat qu'ils mènent pour leur liberté, leurs droits et leur indépendance inspire évidemment pour nous l'admiration. Les Ukrainiennes et les Ukrainiens, au prix de tous les sacrifices, ont fait le choix du courage. Sous les bombes, au péril de leur vie, sans céder à la peur, ils tiennent tête aux forces réunies d'un pays 3 fois plus peuplé et ils tiennent tête surtout à l'une des plus grandes puissances militaires au monde. Ils ne sont pas seuls. La résistance de l'Ukraine nous inspire. Nous avons le devoir de continuer à l'appuyer parce que soutenir l'Ukraine, c'est soutenir les valeurs qui nous sont chères, c'est combattre les crimes de guerre, c'est reconnaître le droit à l'autodétermination des peuples, c'est réitérer l'objectif fondamental de la paix dans le monde et la nécessité d'agir de manière cohérente vis-à-vis cet objectif. Et la paix commande donc qu'il n'y ait pas de décision concernant l'avenir de l'Ukraine sans l'Ukraine à la table. Donc, je joins ma voix à celle de mes collègues, à mon tour de dire « Vive l'Ukraine libre ». Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le chef du 3e groupe d'opposition. Est-ce que cette motion est adoptée? Motion adoptée. Donc, veuillez vous lever pour conserver 1 minute de silence. Vous pouvez vous asseoir.
Donc, nous allons poursuivre et je suis maintenant prête à entendre un membre du groupe formant l'opposition officielle. Madame la députée de Robert Baldwin. Merci, Madame la Présidente. Je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante conjointement avec le député de Matane-Matapédia et la députée de Vaudreuil. Que l'Assemblée nationale reconnaisse que le milieu culturel québécois traverse présentement une crise. Qu'elle constate que cette crise mène à une diminution de l'offre culturelle dans plusieurs régions du Québec où la culture est un moteur économique important. Qu'elle déclare qu'il est opportun d'organiser, dès que possible, des États généraux sur la culture afin de mettre de l'avant des solutions à la dégradation des conditions socio-économiques des artistes et des créateurs. Qu'enfin, elle demande au gouvernement de procéder dès cette année à l'indexation des subventions octroyées par le Conseil des arts et des lettres dans le cadre du programme Soutien à la mission. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la députée. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion, Monsieur le leader adjoint du gouvernement? Pas de consentement, Madame la Présidente. Comme il n'y a pas de consentement, je suis maintenant prête à entendre un membre du deuxième groupe d'opposition. Alors, Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition, à vous la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je sollicite le consentement de cette Assemblée pour présenter la motion suivante, conjointement avec la députée Darcy McGee, le député des Îles-de-la-Madeleine et la députée de Vaudreuil. Que l'Assemblée nationale prenne acte de l'augmentation alarmante du nombre de personnes en situation d'itinérance cherchant refuge dans le métro de Montréal. Qu'elle remarque que cette affluence est en grande partie attribuable au débordement fréquent des refuges existants et à l'insuffisance des places disponibles pour offrir un hébergement digne et adéquat aux personnes vulnérables. Qu'enfin, elle demande au gouvernement du Québec de mettre en place de manière urgente des refuges supplémentaires et des ressources d'urgence, notamment gérés par les CIUS, afin d'offrir des espaces d'accueil dignes et adaptés, tout en travaillant à des solutions durables pour sortir les personnes de l'itinérance. Merci. Merci, Monsieur le député. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion, Monsieur le leader adjoint du gouvernement? Consentement, Madame la Présidente. Comme il n'y a pas de consentement, nous allons poursuivre. Alors, nous sommes rendus à la rubrique avis touchant les travaux des commissions. Monsieur le leader adjoint du gouvernement, je vous cède la parole. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Et donc, j'avise cette Assemblée que la Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'alimentation et des ressources naturelles va poursuivre l'étude détaillée du projet de loi 69, la loi assurant la gouvernance responsable des ressources énergétiques et modifiant diverses dispositions législatives aujourd'hui après les affaires courantes jusqu'à 13 h et de 14 h à 16h30 à la salle Louis-Joseph Papineau, ainsi que le mardi 25 février de 9h45 à 12h30 à la salle Marie-Claire Kirkland. La Commission des finances publiques va poursuivre l'étude détaillée du projet de loi 82, la loi concernant l'identité numérique nationale et modifiant d'autres dispositions aujourd'hui après les affaires courantes jusqu'à 13 h et de 14 h à 16h30 à la salle Marie-Claire Kirkland. La Commission de l'aménagement du territoire va poursuivre l'étude détaillée du projet de loi 86, loi visant à assurer la pérennité du territoire agricole et sa vitalité aujourd'hui après les affaires courantes jusqu'à 13 h et de 14 h à 16h30 à la salle Pauline Marois. La Commission des transports et de l'environnement va poursuivre l'étude détaillée du projet de loi 81, la loi modifiant diverses dispositions en matière d'environnement aujourd'hui après les affaires courantes jusqu'à 13 h et de 14 h à 16h30 à la salle Louis-Polyte Lafontaine, ainsi que le mardi 25 février de 9h45 à 12h30 à la salle Pauline Marois. La Commission de la culture et de l'éducation va entreprendre l'étude détaillée du projet de loi 90, la loi reconnaissant le hockey sur glace comme sport national du Québec, et concernant également les référents culturels nationaux aujourd'hui après les affaires courantes jusqu'à 13 h et de 14 h à 16h30 à la salle du Conseil législatif. La Commission de l'aménagement du territoire va poursuivre l'étude détaillée du projet de loi 79, la loi édictant la loi sur les contrats des organismes municipaux et modifiant diverses dispositions, principalement aux fins d'allègement du fardeau administratif des organismes municipaux, le mardi 25 février de 9h45 à 12h30 à la salle Louis-Joseph Papineau. La Commission de relations avec les citoyens va entreprendre les consultations particulières et les auditions publiques sur le projet de loi 84, la loi sur l'intégration nationale, le mardi 25 février de 9h45 à 12h25 à la salle Louis-Polyte Lafontaine. La Commission de l'économie et du travail va entreprendre l'étude détaillée du projet de loi 85, la loi modifiant diverses dispositions, principalement aux fins d'allègement du fardeau réglementaire et administratif, le mardi 25 février de 9h45 à 12h25 à la salle du Conseil législatif. Merci. Donc, nous sommes maintenant rendus à la rubrique renseignements sur les travaux de l'Assemblée.
Alors, j'ai été informée que l'interpellation prévue pour demain, le vendredi 21 février 2025, entre Mme la députée de Mont-Royal-Outremont et Mme la ministre de l'Enseignement supérieur, et qui porte sur le sujet suivant: les coupures drastiques imposées au cégep et aux universités par le gouvernement caquiste se tiendraient de 8 h à 10 h. Est-ce qu'il y a un consentement pour déroger à l'article 298 du règlement relativement à l'horaire habituel des interpellations? Il y a consentement. Donc, la période de couronne des affaires étant terminée, nous allons maintenant passer aux affaires du jour et je vous cède la parole, Monsieur le leader adjoint. Merci beaucoup, Mme la Présidente. À ce stade-ci, je vous demanderai une courte suspension afin que le délai pour la transmission des débats de fin de séance s'écoule. Merci. Donc, je suspends les travaux jusqu'à 11h28, étant le délai pour déposer les débats de fin de séance, pour faire la demande de débat de fin de séance. Je vous informe que le débat de fin de séance annoncé hier entre M. le député de Hochelaga-Maisonneuve et M. le ministre du Travail concernant la protection du droit de grève des travailleuses et travailleurs du Québec est retiré à la demande du député de Hochelaga-Maisonneuve. Par ailleurs, je vous informe qu'un autre débat de fin de séance se tiendra aujourd'hui à 13 h. Ce débat portera sur une question adressée par M. le député de Tachereau à Mme la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire concernant le financement des banques alimentaires. Ceci étant dit, M. le leader adjoint du gouvernement, pouvez-vous nous indiquer la suite de nos travaux? Madame la Présidente, je vous demanderai de suspendre nos travaux jusqu'à la tenue de ce débat annoncé, s'il vous plaît. Merci. Merci. Donc, je suspends les travaux jusqu'à 13 h.